Avant qu'on ne commence cette matinée, qui commence déjà un petit peu en retard, désolé, c'est essentiellement à cause d'un pépin sur la ligne 8 en métro, et beaucoup de gens prennent le métro, il y avait un colis piégé. Avant qu'on ne commence, donc, quelques petits points techniques. Je m'appelle Jérôme Bonaldi, mon rôle ce matin sera de répartir la parole, pour éviter que ce soit une longue suite de monologues et plutôt une table ronde avec des échanges constructifs, et surtout d'être timekeeper. Et là, l'heure, c'est l'heure. On est déjà un petit peu en retard. Il faudra qu'on regagne du temps. Et donc, mon rôle sera de couper la parole d'une façon très intransigeante. On a déjà dit à ceux qui vont venir ici que ça serait bien. Comme la matinée va être riche et dense, donc, on l'a déjà dit aux intervenants, soyez, s'il vous plaît, bref pour rester riche et dense. Deuxième chose, vérifiez, je vous en prie, que vous avez mis vos portables sur vibreur. Ce serait dommage qu'on soit interrompu par la sonnerie intempestive d'un mobile. Sur vibreur, mais n'éteignez pas, puisque à tout moment, vous donc, vous devez intervenir. Il y a un hashtag formidable, hashtag métavers armé, METAVERSARMEE, puisqu'il n'y a pas les accents. Vous pouvez intervenir à tout moment. Je vous signale que, et vous le saviez déjà, que beaucoup de gens nous regardent qui ne sont pas ici, avec Zoom, Skype, mais vos questions sur Zoom et sur Skype, ils peuvent les poser. Vos questions, on essaiera, si le temps est imparti est suffisant, pour que vos questions puissent être posées. Il y aura un micro-baladeur qui va se balader là. Voilà. Ceci étant dit, on va pouvoir commencer. J'appelle les deux parrains, entre guillemets, de cette matinée, Colonel de Chaignon et Jean-Philippe Giraud. Venez nous rejoindre, je vous en prie. Alors, mettez-vous sur scène qu'on vous voit bien, sinon vous êtes dans le schwarz, comme on dit. Les micros, prenez les micro-signes. On va commencer, si elle ne vous gêne pas, parce qu'il y a quelques civils ici. C'est le CDEC qui invite. Qu'est-ce que c'est que le CDEC, mon colonel ? Centre de doctrine et d'enseignement du commandement, donc le think tank de l'armée de terre. Une boîte à idées, quelques centaines de personnes y travaillent. Et l'objectif, c'est de faire de l'enseignement, de la doctrine et de la réflexion. Et aujourd'hui, on parle spécialement puisque vous êtes curieux en fait, boîte à idées, vous intéressez à tout ce qui bouge. Tout ce qui bouge, tout ce qui se fait, tout ce qui se fera peut-être dans le futur. Et effectivement, aujourd'hui, c'est le métavers qui nous intéresse parce que beaucoup de gens travaillent dessus et on aimerait bien ne pas être perdu ou accrocher les wagons au bon moment. Alors, à côté de vous, un professeur d'histoire. Il y avait besoin d'un professeur d'histoire agrégé. Ouais. Jean-Philippe. Oui, alors ma présence ici, elle s'explique par le fait que, partie du travail qu'on a ici au Bureau Anticipation et Innovation du CDEC, qui a contribué à l'organisation de cet événement, c'est d'identifier les tendances, les évolutions de la société, les innovations technologiques aussi, qui pourraient avoir un impact à court, moyen ou long terme sur l'armée de terre. Et donc pour ça, on fait une veille classique sur tous ces changements sociétaux, toutes ces innovations techno. Et une des choses qu'on constate depuis quelques années maintenant, évidemment, et vous le savez, c'est que l'innovation technologique est largement tirée par le secteur civil, les entreprises privées. Et à ce titre, on a de plus en plus de technologies qu'on appelle duales, qui vont avoir des usages à la fois civils et à la fois militaires. Il faudrait que vous ayez des traces de micro sur votre menton tout à l'heure. Je parle pas assez fort. On vous entendra beaucoup mieux. Très bien. Ne quittez pas. Vas-y. Donc ces technologies duales, on fait une veille particulière dessus. Alors, il y a le New Space, il y a l'IA, il y a les drones. Et le métavers est assez intéressant de ce point de vue-là, puisque, comme vous le savez, une des définitions aujourd'hui, même si on reviendra sur cette question de définition du métavers, mais on dit que c'est une évolution du web, un web qui va devenir immersif, et notamment grâce à la réalité mixte. Et Internet, qu'est-ce que c'est ? C'est quelque chose qui a été développé par les armées, l'armée américaine, la DARPA en particulier, à partir des années 60. Mais tous les changements du web qui sont apparus plus récemment, et notamment depuis les années 90, c'est le secteur civil qui les a apportés. Et donc, c'est un sujet intéressant pour nous. On va essayer aujourd'hui d'aborder un peu ces différents enjeux. Pourquoi du personnel civil pour travailler sur cette question ? Oui. Je reviens à ce que vous posiez. Eh bien, tout simplement, l'armée de terre va s'appuyer sur des compétences qui viennent aussi du civil, des profils comme moi de chercheurs, par exemple, ou des gens qui ont une expertise qui vient du monde de l'entreprise, par exemple. Professeur d'histoire. Historiquement, c'était les armées qui avaient des innovations technologiques, qui servaient ensuite aux civils. C'est un peu l'inverse. C'est ça, c'est ce que je viens de dire avec l'exemple d'Internet, de son évolution jusqu'au métavers aujourd'hui. Donc il y a plein d'idées à prendre dans ce qui se passe en dehors des armées, au cas où pour les armées. Le programme aujourd'hui, très concret. Le programme, on va avoir 3 tables rondes qui vont se succéder. 2 premières tables rondes, ensuite une pause d'une demi-heure où le CEA Tech vous fera une présentation à l'extérieur, et ensuite une dernière table ronde. Une première table ronde où on va surtout parler de ce mythe ou de la réalité. Est-ce que vraiment le métavers va exister ? Est-ce que c'est pas un coup fumeux ? Est-ce que ça va pas être une bulle qui explose en plein vol ?
On ne sait pas, on verra. On vous attend là-dessus. Une deuxième table ronde où on va voir si ce métavers se développe de plus en plus dans la société, est-ce que ça ne va pas créer de nouveaux champs de bataille? Et là, ça va avoir des confrontations possibles. Et puis enfin, après la pause, une dernière table ronde où il y a beaucoup de militaires qui auront écouté ce que disent les entreprises, ce que disent les spécialistes ou les experts. Et les militaires nous diront ce qu'eux en pensent, comment ils comptent utiliser le métavers, si on l'utilise déjà, ou si vraiment on va devoir passer à autre chose, du Web 3.0. Et puis, l'allocution à la fin du général Givre, pour conclure cette journée. Donc, 12h25, si tout va bien. 12h25, si vous parlez très très vite, et qu'il n'y a pas trop de slides. Parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Merci. Vous intervenez quand vous voulez, vous avez les micros. Avant de passer à la première table ronde, est-ce que c'est une réalité ou est-ce que c'est un fantasme? Est-ce que c'est une bulle ou est une prophétie autoréalisatrice? Petit point d'ordre, je vous propose, c'est back to basic, rappel des faits, mise en situation, panorama. Je vais demander à Mathieu Flegg de venir nous rejoindre. Mathieu, vous avez 12 minutes. Mathieu était préparé à 15, on lui a dit 14, finalement c'est 12. Si vous faisiez en 11, ça serait formidable. Non, tout va bien, merci. Vous prenez votre temps. Très bien. Bonjour à toutes et tous. Je vais faire au mieux parce que notre ami Jérôme m'avait déjà mis la pression avant même l'intervention. Alors, hop. Est-ce qu'on est bien? Ah, c'est dans le sens, pardon. Tac. Ok, petite introduction. Donc aujourd'hui, moi je représente un cabinet conseil qui s'appelle Scorus. Pourquoi est-ce que je parle de métaverse? Parce que ça fait à peu près une douzaine d'années que je m'intéresse aux technologies immersives, réalité augmentée, réalité virtuelle, réalité mixte. Et je suis aussi analyste sur les sujets technologiques. Petite introduction, on a parlé de web tout à l'heure. Et pour se dire à quoi correspond le métaverse correspond notamment à une nouvelle itération du web qu'on appelle le Web 3. Et pour se dire d'abord ce que c'est le Web 3, on peut se rappeler ce qu'est le Web 1. Quand j'ai commencé à m'intéresser à Internet dans les années 90, on était sur des choses assez basiques, de l'Internet HTML, on n'avait pas encore les réseaux sociaux, et on était donc dans cette première itération. Ensuite, on est arrivé sur le web dit participatif. Les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, Twitter, Snapchat, vous les connaissez tous, sur des choses en fait où les gens ont commencé à créer des connexions, à avoir des profils et en fait à interagir entre eux. Et le Web 3, on est plutôt sur quelque chose qui est déjà parfois dit décentralisé. C'est-à-dire que là où le web actuel est très centralisé avec des grandes entreprises qui possèdent des serveurs, en fait, l'idée c'est que chacun possède une partie de cet Internet et l'héberge, et surtout qu'on ait des mots compliqués comme blockchain, NFT et metaverse. Donc je vais rentrer au fur et à mesure un peu dans ces éléments-là, mais je voulais d'abord avoir une petite réflexion avec vous sur le fait qu'on parle d'univers immersif et d'univers virtuel, mais aujourd'hui on fusionne déjà le réel et le virtuel. Quand vous envoyez un message WhatsApp, quand vous faites une visio Teams par exemple, est-ce que vous faites la différence entre le réel et le virtuel? Est-ce que quand vous êtes dans votre métro, et j'étais bloqué dans la ligne 8 comme certains tout à l'heure, quand on envoie un message à distance, est-ce que physiquement on est là, mais en réalité notre esprit est déjà ailleurs, on est déjà connecté dans quelque chose? Donc la bascule mentale pour arriver dans un univers virtuel, en réalité, est pas très loin de ça. Je ne vais pas rentrer dans le détail de la définition qui est ici, je vous laisse la lire rapidement, mais en fait, moi, ce qui m'intéresse dans ce bloc-là, c'est que si on parle du métavers comme une sorte de duplication de ce qu'est le monde réel, à l'intérieur de cette duplication virtuelle, on peut jouer, on peut travailler, on peut interagir, on peut acheter des choses, et donc on n'est pas simplement dans l'idée du métavers, par exemple, on va parler d'un Fortnite qui va être sur des jeux vidéo, on va être sur quelque chose qui est beaucoup plus large, et donc il y a un champ des possibles qui est fort. J'intervenais il y a 2 jours sur Metaverse et Future of Work, par exemple, le Metaverse c'est le futur du travail, et il y a beaucoup d'éléments sur comment est-ce qu'on se retrouve après cette période de Covid, aussi dans des espaces communs, par exemple. Petit rappel, pourquoi est-ce que tout le monde parle de Metaverse aujourd'hui? Parce qu'il y a une entreprise qui s'appelait Facebook, qui est devenue Meta, et qui a fait une annonce en disant on change de nom, on va monter ce qu'on appelle donc le Metaverse, et tout le monde a commencé à s'exciter sur le sujet. Pour un bien ou un mal, et en fait ce qu'on peut se dire, c'est que certaines personnes ont trouvé ça incroyable, mais certaines personnes s'en sont moquées un petit peu. Je vous ai mis un exemple ici du Gorafi qui dit les auto-écoles proposeront désormais de rouler sur son moniteur dans le Metaverse, et surtout, à partir du moment où on a commencé à parler du métaverse, tout est devenu métaverse. Les jeux vidéo, métaverse. La réalité augmentée, métaverse. La réalité virtuelle, métaverse. Donc il y a une sorte de petite folie et de buzz qui s'organise par rapport à ça. Mais je dirais que le fond du fond, c'est plutôt
la fusion réelle virtuelle est en train de se passer et on la vit. Et surtout, toute cette partie accélération numérique et autres ne va pas se ralentir. Donc, est-ce que le métaverse demain, c'est le métaverse de Facebook ou autre? Ça, je ne saurais le dire. Par contre, est-ce qu'on va être dans ces univers de plus en plus immersifs? La réponse est totalement oui, et je pense qu'il n'y a pas besoin de se mentir pour savoir que ce sera le cas. Mais même pour Meta, qui est quand même une entreprise gigantesque, qui investit 10 milliards actuellement par an, qui voulait recruter 10 000 personnes, le chemin est compliqué. Ils sont beaucoup critiqués, ils ont fait des tentatives, ça ne fonctionne pas forcément très bien. Ils ont un univers qui s'appelle Meta Horizon, où ils attendaient 300 000 personnes. Actuellement, ils sont à 200 000 et on sent qu'ils ont des difficultés. Donc, c'est pas parce qu'on est l'une des entreprises les plus puissantes du monde avec une volonté de faire quelque chose comme le métaverse que potentiellement ça va fonctionner. Néanmoins, les analystes sont assez motivés. On pense que d'ici à 2030, on pourrait atteindre 1000 milliards de dollars en termes de chiffre d'affaires. Alors peut-être que l'armée, c'est moins intéressant pour vous, mais que moi qui suis plutôt du secteur, on va dire, B2B et du secteur privé, en tout cas, il y a des choses intéressantes. Et on peut se dire, 1000 milliards, c'est déjà beaucoup. Mais en fait, la limite, c'est un peu le ciel, parce que certaines personnes vont nous dire, on pourrait atteindre 3000 milliards de dollars d'ici 2030, 13 000 milliards de dollars d'ici 2030, donc il y a une sorte de folie par rapport à ça. Moi qui m'intéresse au sujet immersif depuis longtemps, réalité virtuelle et réalité augmentée, je me rappelle des prévisions il y a quelques années, où en fait, quand sont arrivés les vrais chiffres, on était plutôt à 20-25% de l'objectif. Donc c'est pas zéro, mais ça veut quand même dire qu'il y a parfois une excitation qui est un peu forte sur ces sujets. Et en termes de prévision, on va aussi nous dire, d'ici 2026, on pense que les gens vont passer 1 heure par jour dans le métaverse. Alors, en tout cas, 25% des gens vont passer 1 heure par jour dans le métaverse. On pourrait se dire, mais ça n'a pas de sens, pourquoi est-ce qu'on ferait ça? Aujourd'hui, on passe 6h30 par jour sur Internet. Les personnes qui sont par exemple sur un réseau social comme TikTok passent 26 heures par mois sur cette plateforme. Donc 1 heure par jour, en réalité, c'est pas beaucoup par rapport à notre investissement et par rapport au fait que des grands acteurs veulent intégrer en tout cas ces univers immersifs dans ce qu'on est en train de faire. Et il y a beaucoup d'acteurs publics, par exemple, qui s'intéressent au sujet. On a des influenceurs qui ont acheté des îles privées dans le métaverse pour 3 millions de dollars. On a des entreprises comme Carrefour qui ont acheté des parcelles, des hectares dans certains univers virtuels. On pourrait se dire, mais pourquoi, en fait, quel est l'intérêt? C'est déjà souvent d'être présent et en fait d'avoir une posture un peu d'innovation par rapport à ça en disant, on ne sait pas très bien ce que c'est, mais on doit quand même essayer de se positionner pour la suite. Mais on voit aussi que Carrefour, malgré l'annonce qu'ils ont pu faire en disant « Ok, on a acheté du terrain dans le métaverse et regardez comme on est cool », ils ont fait aussi du recrutement dans le métaverse. C'était très vilain visuellement, je dirais, et énormément de critiques, énormément d'articles, pour se dire aussi que c'est pas parce qu'on se lance dans une innovation, qu'on est le premier et qu'on veut chercher le buzz, entre guillemets, que forcément tout le monde va applaudir à tout ce que vous faites. Donc c'est une petite chose à garder en tête pour la suite. On pourrait aussi se dire, mais est-ce qu'on n'est pas un peu dans Retour dans le futur? Parce qu'on a connu Second Life il y a 15 ans, c'est la même chose, non? Déjà, Second Life ne s'est jamais fermé. Il reste encore 1 million d'utilisateurs actifs sur Second Life. Il y a des personnes qui, depuis 15 ans, n'ont jamais quitté cette plateforme, qui ont développé une famille, ce genre de choses. Mais surtout, ils se sont fait un peu couper l'herbe sur le pied à l'époque par les réseaux sociaux, par le Web 2, où pour les gens, c'était plus intéressant d'être dans ces interactions, ça faisait une marche moins grande à monter pour la suite. Et quand on parle de métaverse, on peut se dire on parle du métaverse. En réalité, aujourd'hui, il y a tout un écosystème de plein de métaverses qui existent. Dans les plus connus, on peut parler de The Sandbox et de Decentraland. Et tout le monde en parle. Mais si on regarde les chiffres, par exemple, d'une société comme Decentraland, les derniers chiffres, c'était 8000 personnes qui se connectaient dessus. 8000 personnes, quand on parle de milliards de personnes qui sont sur les réseaux sociaux, on n'est quand même pas dans quelque chose qui est conséquent. Mais encore une fois, c'est plus la logique intellectuelle de cette fusion réelle virtuelle et de toute façon qui arrivera pour la suite. Petite question, est-ce que tout à l'heure on parlait du public, est-ce que dans le B2C et dans le B2B, ceux qui connaissent la réalité virtuelle savent qu'on a tous pensé que les gens allaient acheter des casques, allaient commencer à regarder des films, allaient faire des immersions. En réalité, on a commencé à plutôt faire de la formation technique pour de l'industrie. Et aujourd'hui, des entreprises comme Microsoft misent, parce que c'est leur ADN, plutôt sur des sujets qui sont B2B. Des entreprises comme Meta viennent de faire un partenariat avec Microsoft pour inventer le futur de la réunion à distance. Donc, on peut se dire, peut-être que l'accélération qu'on imagine et le fait qu'on va avoir des milliards de personnes dans le métaverse demain, on n'y est pas tout de suite. Moi, ma vision, elle est plutôt à 10 ans, si à un moment donné, ça doit arriver. Mais entre les deux, ça ne veut pas dire qu'il ne se passe rien. Cette conférence aujourd'hui en est le bon exemple. On va devoir commencer à expérimenter des choses, développer des choses, et on va tous avancer ensemble sur les différents sujets.
Alors, je vous ai mis quelques exemples aussi du métaverse au service de l'entreprise. Donc, aujourd'hui, il y a beaucoup d'éléments de communication. On va faire de la communication institutionnelle, liée à de la RSE, liée à de l'achat d'avatars, l'achat de goodies et tout ça. Mais ce n'est pas que de la communication, il y a aussi l'industrie, on va avoir le retail, on va avoir les banques, on va avoir plein d'éléments qui commencent à s'intéresser au sujet, parfois pour de la pure posture d'innovation, mais en tout cas, il y a une excitation qui est en train de se passer sur ce sujet. Et pour parler du sujet quand même, pour rendre hommage quand même à ce qui se passe ici, j'ai lu différentes interviews par rapport au lien entre métavers et armée. Et il y avait notamment un analyste qui disait, en fait, dans la vraie vie, on n'a pas forcément besoin d'un duplicata exact du monde réel dans la partie virtuelle. Mais quand, par exemple, on est dans la préparation d'opérations dans l'armée, il y a un intérêt en fait, d'avoir des choses qui sont le plus proches possible. Même si, et j'en ai parlé il y a 2 jours avec quelqu'un qui connaissait bien le sujet, il m'a dit, ça demande aussi des moyens qui sont très très conséquents. Et la question, c'est est-ce que c'est juste? Est-ce qu'on a le temps en fait de faire ça? Et est-ce que c'est bien? L'armée américaine a investi par exemple dans des HoloLens, qui sont les HoloLens 2, qui sont des casques de réalité mixte. Et dans les articles récents que j'ai vus, en fait, ça donne la nausée. Les personnes ne sont pas bien et en fait, ils sont petit à petit quand même un peu en train de ralentir sur ce sujet. Donc, il faut savoir raison garder, je dirais, s'intéresser à la technologie et puis aussi voir la vraie vie par rapport à ça. Et j'arrive sur ma dernière slide, et comme ça, j'aurai respecté le timing, j'espère. Mais en tout cas, pour se dire, dans toutes les nouvelles technologies, il y a quelques années, par exemple, tout le monde voulait un chatbot. Les grandes entreprises voulaient ça et trouvaient que c'était cool. On a parlé de réalité virtuelle, réalité mixte. Aujourd'hui, on parle de métaverse. Je pense qu'il faut voir au-delà du buzz et ne jamais être ni un évangéliste de la technologie, ni quelqu'un qui est très contre de la technologie, mais garder sa curiosité et faire en sorte qu'en fait, on soit toujours à jour de ces informations, qu'on explore des choses, qu'on teste des choses et qu'on fasse sur des choses qui soient très concrètes. Et il y a différents challenges qui sont aussi liés à l'environnement. On sait que pour faire le métaverse tel que Meta l'a imaginé, Intel pense qu'il faudrait multiplier par 1000 la capacité de calcul des ordinateurs actuels. Si on multiplie par 1000 la capacité de calcul, il y a aussi un impact environnemental. Il y a plein d'éléments par rapport à ça. Il y a aussi des choses en termes de droit. Il y a eu par exemple des agressions sexuelles dans le métaverse, alors qu'on n'y est encore depuis pas très longtemps. Donc on peut se dire c'est un peu rapide peut-être. Mais ça pose des questions. Mais encore une fois, ma conclusion, c'est ce mix fusion réelle et virtuelle. De toute façon, on le vit déjà, va s'amplifier. Est-ce que c'est le métaverse de Meta, le métaverse de Microsoft ou une autre organisation ou peut-être l'armée, sait-on jamais? Ça, je n'ai pas la réponse, mais en tout cas, c'est sûr que ça arrivera. Et ma conclusion, c'est juste... pardon. Hop. Oh, je n'ai pas la slide de fin, peut-être que ça s'arrête là, mais en tout cas, la dernière slide, c'était Keep Calm and Metaverse, pour se dire, soyons maîtrisés dans cette compréhension de tout ça, et soyons curieux, mais pas non plus fous dès qu'on parle du sujet Metaverse. Merci beaucoup. Merci. À tout point de vue, y compris pour l'horaire. Merci, bravo. Vous avez abordé là tous les thèmes qui vont être... aborder tous les thèmes qui vont être maintenant, on va serrer plus dessus, on va faire plus de zoom dessus. J'appelle pour cette première table ronde Timothée Sylvestre. Venez nous rejoindre, je vous prie. Timothée travaille à CEA Tech dans un endroit assez particulier. Je vous en prie, installez-vous. WiseSpot, c'est un centre d'innovation ouverte et collaborative. C'est le CEA. J'en profite pour dire qu'à la pause tout à l'heure, il y a des démonstrations qui vont être faites par le CDA. Bernard Roganlian, Monsieur Microsoft, directeur technique et services de Microsoft, c'est vous qui représentez l'entreprise auprès des responsables gouvernementaux, auprès des grandes agences, auprès des directions informatiques. Ça ne vous gêne pas que je vous appelle Monsieur Microsoft vous représentez la boîte? Je vais survivre. Et vous êtes corporate. Alexandre Boucher, membre du CNRX, l'organisation référente qui réunit l'ensemble des acteurs français, directeur de Laval Virtual. Vous pourriez nous faire en 20 secondes une page de pub pour Laval Virtual? Eh bien, le premier salon sur les technologies immersives, le plus gros en Europe, et 10 000 personnes qui viennent pendant 3 jours à Laval, dans les Pays de la Loire, une petite ville qui est la capitale française de la réalité virtuelle et des réalités augmentées. Une sorte de rendez-vous indispensable, obligatoire. Si vous vous intéressez à ces technologies, vous êtes obligé de venir. Vous êtes également directeur de Clarté, qui est un centre de ressources, et membre de l'AFXV, c'est l'association française de tout ce qui concerne la réalité virtuelle, réalité augmentée, 3D, l'immersion. AFXR.
AFXR, oui, pardon. Et Pierre Pabron, créateur de France Méta. France Méta, c'est l'autre assos, l'assos qui défend les couleurs de la France. Dans les métavers, vous avez déjà 1300 membres. Exactement. On va commencer par vous, Pierre Pabron. 62 ans, vous m'avez dit tout à l'heure, quand on était en train de prendre le café. Ça veut dire que vous avez connu les débuts d'Internet. Oui. Vous êtes une sorte de dinosaure. Exactement. Vous préférez même géologue. Si vous voulez, c'est une autre échelle de temps encore. Alors, vous en avez vécu des choses, et des illusions, oui. Et des espoirs. Le métavers, mythe ou réalité? C'est un peu un mélange des deux. Si je fais la comparaison avec Internet, puisque vous m'avez lancé là-dessus, on serait à peu près dans les années 92-93 pour les débuts d'Internet. Moi, j'ai plongé dans la blockchain il y a 7 ans, et la blockchain est arrivée à maturité, et vous avez vu comment on est arrivé à avoir une confiance distribuée qui est en train de se répandre comme ça un peu partout dans le monde. Là, avec les métaverses, on en est encore à 94-95. Très difficile à définir. Il y a autant de métaverses que d'individus, je dirais, ou de personnes qui travaillent dessus. J'avais une très belle anecdote comme ça. J'avais eu cette chance de rencontrer Jeff Bezos, c'était en 99. Donc moi-même, j'avais lancé AltaVista, le moteur de recherche, en France et dans 32 pays dans le monde. Et quand je discutais avec Jeff, lui disait non, l'Internet, c'est le e-commerce, c'est ces trucs. Moi, j'étais en train de défendre les moteurs de recherche, en fait, et autres. Donc, vous voyez les deux points de vue qui étaient un peu en train de s'opposer. Ce qui me passionne dans le métavers, c'est que justement, ça fait partie d'un Web 3, d'une véritable révolution qui est en cours. Il faut savoir raison garder par rapport à ça. Ça n'empêche pas de rêver. Mais comme on dit en psychanalyse ou en psycho, simplement, il y a le principe de plaisir et puis après, il y a le principe de réalité. Donc, il faut faire cet aller-retour en permanence. Donc il y a une sorte de schizophrénie, de cohabitation à gérer un peu pour toutes les personnes qui sont dans ce secteur-là actuellement. Mais voilà, il est juste passionnant parce qu'il intègre en effet des avatars, de la réalité augmentée, la réalité mixte. Il y a des tas de définitions. On est sur le point en plus de basculer dans un monde. Jusque-là, vous imaginez le métaverse. Vous avez une vision avec un casque qui est forcément très lourd, pénible, en fait, et autres. Il y a des nouvelles lunettes qui vont pas tarder à arriver d'ici à peu près une quinzaine de jours, qui sont beaucoup plus légères. Et à mon avis, là, on parlait tout à l'heure, c'était Mathieu, je crois, qui parlait de la propagation au travers du civil. Vous allez voir des personnes dans le métro qui vont avoir des lunettes fumées, qui vont garder le contact avec l'environnement, et vous aurez l'impression qu'ils portent des Ray-Ban, alors qu'en fait, ils sont en train de voir un film, en train de se promener comme ça dans des univers virtuels. Mais ils ne rateront pas leur station en étant en réalité augmentée. Surtout si on est sur la ligne 8 et qu'elle est bloquée, vous ne risquez pas de louper grand-chose. Donc vous, période de questionnement, d'accord? Oui. Timothée, mythe ou réalité? C'est toujours, il y a du buzz. Il y a, dans ce qui arrive, on voit que ça va révolutionner. Moi, j'aime bien la loi d'Amara, c'est-à-dire, elle vous dit, on surestime toujours l'impact à court terme des nouvelles technologies, on le sous-estime à long terme. C'est-à-dire, pour le moment, on voit que ça, il va y avoir quelque chose qui va le remplacer, le quantique, mais ça va continuer son petit bonhomme de chemin. Et dans 10 ans, on se réveille, on se dit, waouh, le paysage a changé, mais on ne s'est pas rendu compte. Donc, je pense que voilà, c'est peut-être il y a des effets de buzz, mais qu'à long terme, il va y avoir des enjeux. Il faut suivre. Bernard Ougornian, mythe ou réalité pour Microsoft? Je pense que ça dépend beaucoup de la façon dont on définit le métavers. Si on dit le métavers, avec un grand L et un grand M, pour être honnête, je n'imagine même pas quelles sont les solutions technologiques qui permettraient à la totalité de l'humanité de vivre dans le même métavers. Je ne sais même pas comment on pourrait imaginer. Même si on multipliait les capacités de calcul par 1000, ça ne serait pas encore suffisant. Il y a des problèmes réseau, il y a des problèmes de persistance qui sont extraordinairement difficiles. Donc l'idée d'avoir un nouveau Matrix dans notre univers, c'est pas encore pour demain matin. Par contre, si on imagine qu'on parle de métavers avec un S, avec un 2S même, on peut imaginer que là, pour le coup, c'est déjà la réalité aujourd'hui. Si on prend le sujet, par exemple, qui a été évoqué tout à l'heure, de la collaboration en utilisant des avatars ou avoir la possibilité de projeter un hologramme, c'est quelque chose qui est une réalité aujourd'hui, qui est tangible et qu'on peut mettre en œuvre. Si on parle de la capacité de mobiliser des lunettes de réalité mixte telles que HoloLens au service de l'armée, c'est quelque chose qu'on est en train de mettre en cours de production avec l'armée américaine, puisqu'on a eu la chance d'avoir un contrat de 12 milliards de dollars pour faire ça. Il y a encore des problèmes technologiques à résoudre. Et le contrat, alors parlons-en, le contrat, il n'est pas top, parce qu'ils ont rendu, paraît-il, toutes les lunettes. Ils n'ont plus le contrat. Non, pas du tout. Ils n'étaient pas très contents. Alors, en fait, ce qui est
compliqué sur un sujet comme ça, c'est que transformer une lunette qui est dans un usage civil à un usage militaire, ça prend plus de temps qu'on peut l'imaginer. Il faut renforcer les lunettes, il faut augmenter le champ visuel et il faut surtout, parce que ça fait partie des principales critiques qui ont été adressées au départ, augmenter la luminosité de ce champ de vision. Et donc, typiquement, c'est des sujets sur lesquels on travaille. Donc, on a commencé avec une version 1.0, 1.1, 1.2. Oui, en fait, ce que l'armée américaine a appris pendant ce projet, c'est qu'il est possible de faire évoluer les spécifications au fur et à mesure du projet. C'est-à-dire que ce n'est pas un projet qui a été fait suivant les projets de système d'armes classiques où on conçoit des projets avec 30 ans de durée de vie. Là, on est dans une logique où, en fait, on expérimente et au fur et à mesure, on améliore de telle façon qu'on ait des cycles internes du projet qui sont, au lieu d'être des cycles de 30 ans, de 2 ans. Faire évoluer les spécifications au fur et à mesure du projet qui avance, je crois. Alors, il y a un 5e invité qui devait venir ce matin, qui est Antoine Borde de Meta. On avait la chance d'avoir ici le représentant de Meta, comme on a aujourd'hui, mais qui malheureusement, pour des raisons personnelles et urgentes, nous a fait faux bond aujourd'hui. Je me permets de parler pour Meta, mettons en lisant uniquement leur communiqué de presse officiel. Eux, leur système, c'est de dire aussi, c'est vrai que nous avons beaucoup investi en publicité. On voit de la pub pour Meta partout et que c'est très déceptif. En particulier, on avait au début des hommes-troncs encore 10 milliards de dollars investis, 3 milliards de dollars investis chaque trimestre et pour le moment, 280 millions d'euros de bénéfices et très, très peu d'utilisateurs. Et ils disent, nous aussi, on vend peut-être un peu trop, mais c'est pour faire évoluer nos spécificités au fur et à mesure de l'avancement. Pour le moment, ça n'est pas aussi beau, génial que prétend la publicité, qui est toujours un mensonge qui dit la vérité, mais c'est quand même ça. Alors, dernier invité, Alexandre Boucher. Est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, caricaturer un peu votre pensée? On va dire, tout le monde dit, ouais, c'est pas mal, ça peut servir. Vous dites, et si c'était une bulle? Alors oui, je m'amuse à prendre le contre-pied en tant qu'expert. Hein, on est d'accord que vous forcez le trait. Je force le trait parce que on entend effectivement, comme vous l'avez dit précédemment, de nombreuses choses. Sur la question du mythe ou de la réalité, je voulais juste repréciser un point je pense un point important sur la réalité. Il y a des réalités, il y a déjà des métaverses, mais ils sont encore élitistes. Le nombre d'utilisateurs est encore très limité, donc c'est pas une réalité pour notre société. Et derrière la question du mythe ou du fantasme, il y a aussi un point intéressant, c'est de savoir quelles sont les motivations profondes des gens qui travaillent sur ces technologies. Est-ce que dans leur sociologie, dans une anthropologie de ces investisseurs, il y a une vision et quelle est la motivation d'aller créer ces mondes virtuels? Et ça, c'est un sujet qui m'intéresse particulièrement. Je crois pas que ce soit que l'argent. Oui, bien sûr, il peut y avoir l'opportunité d'un Internet nouveau ou de remplacer le smartphone, mais je pense qu'il y a une vision sociologique sur le futur du travail. Un travail qui peut être distant, dématérialisé, des relations de travail qui peuvent être entièrement virtuelles. Et ça nous interroge sur le futur désirable du travail demain. Mais vous dites que le métavers ne correspond pas obligatoirement à une demande des éventuels futurs utilisateurs. Non, aujourd'hui on est techno-push. Les acteurs poussent de la techno. Les utilisateurs ont peut-être des besoins qui vont se voir satisfaits de manière un peu latente, mais le concept de ces mondes virtuels est assez peu exprimé, sauf peut-être dans une démographie bien spécifique et une Gen Z qui passe déjà beaucoup de temps et qui est habituée à des comportements entièrement digitaux. Vous dites carrément c'est une prophétie autoréalisatrice. Je peux dire ça. Non, je pose la question. S'agit-il d'un réel besoin ou d'une prophétie techno qui se réalisera par force de marketing, de publicité? C'est des geeks, des technos qui poussent et qui disent ça va marcher tellement que c'est pas que des geeks, c'est des talents, parce qu'on parle de 10 milliards chez Facebook, chez Meta. On voit peu de résultats extrêmement qualitatifs. Ceci dit, quand on regarde précisément leurs résultats de recherche, ils rivalisent avec les plus grands laboratoires du monde et ils font des choses incroyables dans leurs laboratoires qui nous donnent un aperçu de ce que sera la technologie dans 10 ans. Et je vous invite vraiment à aller regarder les résultats de leurs travaux de recherche. Il y a des choses incroyables. Incroyable. Est-ce que ça peut être une incroyable impasse? Pierre Paperon, vous réagissiez à ce que disait Alexandre? Oui. Pas d'accord.
Je réagis parce qu'il y a déjà des applications que vous n'avez pas forcément vues et qui sont juste remarquables. Et quand on voit métaverse, on a été un peu trop, je dirais, marqué. On est devenu presque monothéiste par rapport à la définition du métaverse telle que Mark Zuckerberg a pu la définir, à savoir c'est de la 3D, il y a un avatar et il faut des lunettes. Il y a eu des applications qui ont été faites et on a développé ça, c'est sur des métaverses en 2D, où vous avez simplement des petits avatars qui peuvent se déplacer. Et quand les deux avatars se rencontrent, il y a des pop-up comme ça de visio qui viennent. Il y a Work Adventure qui travaille là-dessus, Gather Now pour ceux qui ont déjà travaillé là-dedans, très fortement développé pendant le confinement. Et on est arrivé à faire un exercice de scalabilité, c'était Noël l'an dernier, où il y a eu 30 000 personnes. C'était le Chaos Computing Club, les hackers éthiques allemands à l'origine, qui se sont réunis et qui ont créé 1500 métaverses comme ça, qui étaient interconnectés. Pendant une semaine, il y a eu 30 000 personnes qui se sont réunies, qui ont échangé. Il y a une charte là-dessus et on pourrait la montrer, où on voit l'animation, où c'est, je dirais, du swarm, de l'essaim d'abeilles, comme ça, de l'intelligence collaborative, comme ça, qui est vraiment à l'œuvre. Deuxième élément très concret d'application, ça je suis en train de travailler pour un client là-dessus, c'est de se servir du métaverse. C'est pour vous montrer le côté couteau suisse digital qu'est le métaverse. Il ne faut pas essayer de le définir, mais plutôt prendre l'ensemble des technologies qu'il contient. C'était d'arriver à faire une visualisation du sous-sol. La question posée par le client, c'était on veut un métaverse, mais on ne sait pas à quoi ça sert. On lui a trouvé une utilité qui était de dire, le client s'appelle Accès Réal et a 10 000 clients en France, et on est en train de lui créer en fait un métaverse du sous-sol pour arriver à sensibiliser tous les agriculteurs en France à l'existence du biologique et à la possibilité, donc vous pouvez imaginer ce métaverse, vous êtes un ver de terre et vous êtes en train de vous balader comme ça sur Terre, vous pouvez faire du zoom avant, zoom arrière. Il y a d'ailleurs j'étais à une journée à Angers la semaine dernière de l'École supérieure d'agriculture et où le numéro 2 de Loué a trouvé la très très belle formule, il a appelé ça le métavers de terre. Quand je lui ai fait la présentation, très jolie, je lui ai demandé le copyright, donc je peux le partager comme ça avec vous aujourd'hui. Donc ça, vous voyez, vous pourrez représenter, et de la même manière, j'ai travaillé avec ces personnes-là qui font cette représentation souterraine, et là, vous faites, c'est pas le métavers pour créer du virtuel, vous représentez la réalité, donc là, vous pouvez faire ça, vous pouvez faire des échos, par exemple, d'une chauve-souris, c'est passionnant, donc imaginez donc, il y a déjà des applications très concrètes, très belles, et qui vous permettent de mieux visualiser, par exemple, une chauve-souris en train d'envoyer des échos radars ou des échos à 30 000 Hz comme ça et de se déplacer, c'est assez formidable de comprendre comment elle fonctionne. Enfin, Mathieu Flair racontait tout à l'heure qu'il y avait 1300 au moins métavers, donc on ne va pas raconter les 1300. Il y en a largement plus. Il y en a une soixantaine. À propos de métavers de terre, universe in English, univers en France. Donc on dit métavers, si ça ne vous gêne pas. Ce n'est pas des métaverses, on n'est pas... On est un peu comme au début de la blockchain. On n'a pas arrêté de dire il faut parler de chaîne de blocs en fait et autres. En final, ça a été la blockchain. Donc, pour l'instant, on laissera le darwinisme à l'œuvre. Bernard, vous sembliez aussi être pas d'accord avec ce que disait Alexandre. Oui, je voulais juste réagir par rapport au fait qu'il y a quand même effectivement aujourd'hui dans un certain nombre de domaines, notamment industriels, à travers la notion de jumeaux virtuels et de jumeaux numériques, un certain nombre d'applications concrètes qui aujourd'hui sont opérationnelles et qui sont utilisées au quotidien. Si je prends le cas d'Airbus aujourd'hui, Airbus fabrique ses avions en utilisant effectivement des lunettes de réalité mixte pour permettre, par exemple, de vérifier que l'ensemble des câbles, ça représente des kilomètres dans une carlingue, sont installés aux bons endroits, que l'ensemble des connectiques et des points de suspension de ces câbles sont correctement placés, de telle façon qu'à la fois on aide l'opérateur à construire l'avion et en même temps on s'assure qu'on vérifie au fur et à mesure que ce qu'il a fait est correct. Mais est-ce que c'est un jumeau numérique ? Oui, avec en l'occurrence, le jumeau numérique, il est construit notamment par des sociétés comme Dassault Systèmes. Il est évident que Dassault Systèmes est un leader incontesté dans le domaine de la réalité virtuelle et justement de ces jumeaux numériques. Et donc, ils ont effectivement, à travers leur solution de CAO, des capacités de créer des jumeaux numériques d'à peu près n'importe quoi. Prenons, je vous en prie, 2 minutes. Quelle différence il y a entre jumeaux numériques et métavers ? Je pense qu'on peut considérer que le jumeau numérique, c'est une sorte d'avatar du métavers. C'est une des composantes, mais au sens où on peut imaginer qu'il y a un métavers industriel, qu'il y a un métavers
des consommateurs, des gamers. On peut considérer qu'il y a un métavers de la collaboration en entreprise. En fait, il y a plusieurs métavers aujourd'hui qui ne sont absolument pas joints, ne sont absolument pas confondus, mais qui existent de manière totalement indépendante et qui n'ont pas de lien réel avec les uns avec les autres. Juste pour ajouter quelque chose, je dirais que le jumeau numérique permet d'avoir une sorte de support sur lequel vous allez pouvoir superposer de multiples couches d'informations. Si vous prenez un jumeau numérique, par exemple, d'un bâtiment, ça va s'appeler du BIM. Si vous allez un peu plus loin, que vous prenez un Building Operating System, qui est un peu l'équivalent du monde DOS de votre ordinateur, mais appliqué en fait à la gestion d'un bâtiment. Le BIM dans la construction, c'est la maquette numérique. C'est la maquette numérique, donc qui est très proche du jumeau numérique. Mais le BOSS lui-même, avec cette source d'information, vous allez pouvoir dire quelle est ma gestion énergétique, quelle est ma circulation, donc vous pouvez naviguer dans des multiples dimensions. Et là, on peut parler de métaverse, d'une sorte de jumeau numérique. Je repose la même question. Le dernier jumeau numérique en date, je crois que c'est fait par un Japonais pour la chaîne de montage de BMW. Il faut qu'il change le système de la chaîne. Et comment est-ce qu'on peut le faire dans le virtuel avant de passer au réel et de perdre de l'argent? Je suis entièrement d'accord avec tout ce que vous venez de dire et ces jumeaux numériques. Mais vous voyez qu'en fait, nos 5-10 premières minutes déjà illustrent la difficulté par le sujet parce qu'on n'a pas mis les mêmes choses dedans. Moi, par exemple, je ne parle pas de réalité virtuelle et réalité augmentée aujourd'hui parce que pour moi, ce n'est pas du métaverse. Même si ça fait 15 ans que je développe des applis pour Airbus, pour BMW. Vous voyez, en fait, c'est ça qui est extrêmement difficile dans notre sujet aujourd'hui. On quitte parce que le temps passe trop vite. Le côté outil, on a vu que ça était déjà efficace. Il y avait, pas avec Airbus et Microsoft par exemple, mais avec le ver de terre et les chauves-souris. Le métavers en tant qu'outil social, la gouvernance. Est-ce que, Mathieu en parlait tout à l'heure, il y a déjà eu une agression sexuelle dans le métavers? Est-ce que c'est un risque pour demain? Est-ce que vous vous en préoccupez? Pierre? Moi, je peux répondre. J'étais hier après-midi en fait à Sèvres et pour m'engager dans la réserve opérationnelle donc de Cybergenre, justement parce que j'ai 7 enfants et que je vois assez facilement la pédocriminalité assez rapidement s'installer comme ça dans les métavers. Donc vous avez peur? J'ai pas peur. Je dis il faut juste prévenir plutôt que guérir parce que le guérir va être assez compliqué une fois que ça a été mis en place. Et c'est assez facile en fait de contrer ces éléments-là. Juste. Pierre Borde, encore une fois, n'est pas là, méta. Je lis juste simplement le communiqué de presse et surtout le discours qu'avait fait Nick Clegg, qui est le big boss de Meta. Il dit il est nécessaire d'élaborer à propos des métavers un ensemble de normes, de réglementations, de lois publiques et privées dans toutes les juridictions. Donc ils sont préoccupés déjà par le fait qu'il puisse y avoir des excès et on parlera évidemment de l'influence sur ce que les militaires appellent la force morale. Ouais, le seul éditeur de monde virtuel immersif aujourd'hui qui a mis en place des mesures de sécurité, c'est Meta. Par exemple, quand vous ne connaissez pas quelqu'un qui n'est pas dans votre liste d'amis, il ne peut pas s'approcher à moins d'1 mètre de vous. C'est l'un des seuls éditeurs qui a en permanence dans les mondes virtuels des humains à se balader pour faire la police, en tout cas la surveillance. Donc, moi, j'ai tendance à leur faire confiance sur l'effort qu'ils mettent à protéger les utilisateurs de ces mondes virtuels. Et autant qu'ils protègent aujourd'hui que Twitter. C'est plus facile de protéger. Twitter vient de foutre à la porte plusieurs milliers de personnes. Il est sûrement plus facile de protéger 8000 personnes dans un métaverse que 3-4 milliards sur un réseau social. Bernard Orgalian, vous pensez-vous déjà à Microsoft à la gouvernance? Alors, pour être honnête, on est moins intéressé que Meta sur les aspects B2C. Donc, en fait, on a peu de solutions qui sont orientées directement vers le grand public. Donc ces questions sont probablement moins prégnantes. Pour autant, de la même façon qu'on a mis en place un comité d'éthique sur l'intelligence artificielle depuis 2016, on considère que ces sujets sur, d'une manière générale, l'utilisation du numérique au quotidien par nos concitoyens, c'est un sujet sur lequel on ne peut pas ne pas se poser la question d'un usage éthique de l'ensemble des technologies. Donc, on a parlé de la dualité des technologies au sens civil et militaire. Moi, je pense qu'on peut parler de la dualité des technologies au sens grec du terme pharmacone, au sens où c'est à la fois un poison et un remède. Toutes les technologies sont de ce type. Ce qui veut dire qu'on ne peut pas se poser la question du côté positif de la technologie sans se poser en même temps la question du négatif. Il est possible d'imaginer que le succès énorme des réseaux sociaux aujourd'hui sera demain les mêmes succès avec les métavers, si c'est grand public, et donc les mêmes avantages et inconvénients, la langue des ops, capable du pire et du meilleur.
Mon credo, enfin, ça va être le point à surveiller par rapport à l'accélération sur les métaverses. Ça va être l'apparition, comme en 97, de WordPress. C'est un peu la réponse à Emmanuel Macron qui dit on va faire un métaverse européen. La réponse qu'on essaie d'apporter au travers de l'association, c'est de dire il y a 400 millions de métaverses qui vont arriver. Chacun va avoir le sien et tout ça doit être interconnecté, interopérable. Le jour où il y a un WordPress du métaverse, appelons ça le métaverse as a service, ça y est, le truc est parti, vous en allez avoir un. Moi, j'en ai déjà mis un en place pour ma famille. Les échanges avec ma mère, les dépôts de photos, en fait, se font. C'est une manière complètement autre de s'organiser et de partager l'information et de faire du collaboratif, familial, social, entreprise, en fait, et autres. Ce jour-là, imaginez, là, pour l'instant, il faut quand même un tout petit peu de temps. Bon, si vous connaissez quelques applications, vous pouvez arriver à le monter en une demi-journée. Ouais. Pour une application d'entreprise, ça va être plutôt 2-3 jours ou un mois, en fonction de l'univers sur lequel vous êtes, du sandbox, des Decentraland ou autre. Demain, ça prendra exactement comme un site internet, ça vous prendra les 5 minutes sur OVH et vous aurez claqué des doigts et ça y est, il sera en place. 5 minutes. 5 minutes pour... Timothée n'a pas beaucoup pris la parole. Est-ce que le métavers est un endroit idéal pour les trumpistes, les bolsonaristes, là, pour acheter de l'hydroxychloroquine, qui, comme on le sait, est très, très formidable, tous les obscurantistes, les moyenâgeux, les platistes? Est-ce qu'il y aura une planète pour vérifier que la Terre est plate? Ou même, prenons autre chose, puisque pour le moment, c'est très les gamers qui sont là. Il faut poser la même question à tous. Imaginez dans Fortnite que tous les méchants, ils aient un petit drapeau bleu, blanc, rouge ici. Ça veut dire que dans le grand public, eh ben, les méchants, c'est ceux qui ont marqué bleu, blanc, rouge. Et ça devient d'un seul coup de l'influence. C'est vrai que ça permet aussi de brouiller les pistes. On a des gens qui vivent en silo avec les réseaux sociaux, qui sont déjà avec un certain nombre d'informations qui leur ont proposées. Pour eux, c'est leur réalité. Si vous allez sur un monde immersif, ça va ne faire qu'accentuer. Et les algorithmes les accentuent en plus. Exactement. Et donc, du coup, vous allez avoir... Alors, il y a un papier sur l'Institut de maîtrise des risques qui est assez intéressant, qui classifie les différents risques méta de souveraineté. Ils appellent ça des darkverses, c'est-à-dire des endroits où se constitue, ça peut être un endoctrinement aussi pour certains groupes terroristes de gens pour les renforcer dans une position. Si vous lisez le dernier livre de Le problème à 3 corps de Ling Xiu et en fait les extraterrestres, le moyen pour retourner les humains, ils utilisent le métaverse pour un jeu pour rendre à leur cause les humains sur l'invasion extraterrestre. Alors, méfiez-vous parce qu'à la fin, pour clouter je vous poserai une question toute simple. C'est et si vous étiez ministre des Armées ou chef d'état-major avec un énorme chèque, vous feriez quoi? Hein, on imagine. Alors, il y avait le dark web, il y aura le dark vert. Non, il suffit de regarder. Il y a eu une très belle initiative, enfin très belle ou très mauvaise suivant le camp, qui a été lancée par, je crois, Reporters sans frontières et qui a utilisé Roblox, donc qui est un métaverse en lui, de jeux principalement. L'un des 10 plus connus. Voilà, et qui quatrième, et qui a publié, il y a une bibliothèque, je crois, je ne sais plus comment ils avaient appelé ça, la bibliothèque de l'invisible, sur lequel ils ont repris tous les textes qui étaient censurés au livre et qui étaient censurés dans les pays. Donc imaginez les grenades informationnelles et d'influence comme ça que vous pouvez balancer à n'importe quel moment. L'autre point, c'est on a une vision très unique à chaque fois qu'on pense métaverse, mais exactement comme il peut y avoir des attaques DDoS, donc de multiplication comme ça, des débits en fait hautes, donc des attaques par saturation, on peut très bien aussi diffuser l'information et faire 1 million de métaverses. On peut, l'étape plus loin, encore plus amusante, c'est si vous avez vu le film Inception, les métaverses permettent de faire des encapsulages les uns dans les autres. Donc imaginez ce million multiplié par 1 million, enfin voilà. Et donc là, vous vous retrouvez avec un champ de bataille qui n'est plus simplement du terrain avec des coordonnées géodésiques habituelles, mais vraiment des univers avec des infinis, enfin on parle d'infini un peu à chaque coin de rue. Il y a des invités dans la deuxième table ronde qui sont formidables, parce qu'ils font partie de la Red Team. Je tease un peu pour la deuxième table ronde, avec des dystopies formidables. Il y a des avatars d'avatar, des avatars intelligents, des avatars qui se disent on n'a plus besoin des humains. Et donc, eux qui étaient des objets, ils disent si carrément c'est les objets. Alors, Alexandre, dark web, dark vert. Mais il existera forcément, le métaverse étant une forme de reproduction de la réalité dans sa vision long terme,
les humains, les utilisateurs de ces métaverses ne vont pas se laver de leur propre turpitude en allant dans ces mondes-là. Donc ils referont les mêmes bêtises. Ils referont les mêmes bêtises. La question c'est, effectivement, est-ce que les algorithmes ou pas pourront nous manipuler et nous pousser, nous inciter dans des bulles cognitives ou nous pousser des infos. Est-ce qu'on pourra manipuler? Je pense que ce sera plus difficile, on sera sur un monde qui va être spatial. Donc ça va être plus difficile de pousser de l'information, de pousser du contenu. Il y a quand même des petites contraintes. Mais il y a aussi une autre menace, c'est que il faut imaginer que dans ces mondes virtuels, à la différence d'Internet où on peut juste savoir où vous êtes passé, dans ces mondes virtuels, on pourra savoir ce que vous avez fait, ce que vous avez observé, ce que vous avez côtoyé, ce que vous avez regardé, et même quelles sont vos émotions. Et des émotions liées à des signaux physiologiques, biologiques, puisqu'avec des casques de réalité virtuelle déjà aujourd'hui, on peut analyser votre rythme cardiaque, vos expressions faciales, votre sudation, votre niveau de stress. On peut mesurer tout ça. Donc la question qu'il faudra se poser, c'est ces données qu'on peut mesurer, est-ce qu'on les limite à un usage dans le casque? Est-ce que ça remonte à un éditeur? Est-ce qu'elles sont partagées, achetables? Vous voyez, si on pousse ce sujet de la régulation de la donnée personnelle, et le RGPD aujourd'hui clairement n'est pas adapté, il protège votre identité, mais il ne protège pas vos émotions. Voilà. Il y a des sujets passionnants et des opportunités pour les marketeurs colossales. Beaucoup de gens disent déjà, et la police française le dit, quand je veux avoir vraiment quelqu'un, j'appelle Google. Pour connaître vraiment l'identité de quelqu'un, j'appelle les États-Unis. Bernard, il y aura des ponts, donc inévitablement, entre le virtuel et le réel. Est-ce que demain, après, aujourd'hui, le dark web, demain, le dark vert? Enfin, je pense que je rejoins ce qui a été dit aujourd'hui. L'homme reste l'homme, avec ses qualités et ses défauts. Donc, il n'y a aucune raison d'imaginer qu'il n'y aura pas une version sombre du métavers. C'est absolument certain qu'il y en aura un. Un danger certain, ça vous fait peur? Faut réguler tout de suite, avant même que ça n'existe? C'est l'éternel problème de la régulation. C'est-à-dire qu'on peut être tenté de faire en permanence de la régulation ex ante. Donc, en fait, avant qu'une technologie n'arrive, donc en fait, on ne sait même pas ce qu'elle sera, mais on commence à la réguler. C'est une tentation d'un certain nombre de politiques aujourd'hui, notamment dans le cas du métavers, où on fait, ce qui est souvent le cas aujourd'hui, de la régulation ex post. Et donc, dans ce cas-là, on attend que la technologie arrive avec éventuellement ces dérapages qu'on observe et qu'on régule. Donc, il y a des avantages et des inconvénients à ces deux approches. Ce qui est certain, c'est qu'une technologie qui est en définition, qui est en cours de maturation, qui est très, 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 très loin de sa maturité aujourd'hui, comme le métavers, commencer à la réguler, c'est potentiellement prendre le risque de ne pas lui permettre d'émerger. Donc, c'est un risque que, aujourd'hui, nos politiques ont quelquefois du mal à comprendre, mais pour que les technologies avancent, il faut accepter en permanence l'essai et l'erreur. Donc, en fait, on va se tromper plein de fois. On va avoir des approches technologiques, des approches sociologiques, des approches anthropologiques qui seront mauvaises. Celles-là, il faut accepter que ces erreurs soient commises pour être capable ensuite de faire quelque chose de mieux. Donc, il y a cette tentation de vouloir réguler les technologies avant qu'elles n'arrivent, mais il faut être conscient du fait que ça peut avoir comme obstacle leur émergence. Alors, je reprends les propos de Nick Clegg de Meta, le big boss, qui dit « Le métavers sera interconnecté et va transcender les frontières nationales. » Ça veut dire que, comme il y a des millions de créateurs, des millions de parrains, des millions d'adeptes dans tout le monde entier, il n'y a pas de loi internationale, qu'est-ce qu'on va faire? Il y a des dystopsies faites par Red Team où on parle de on a viré les Anglais parce que les Anglais en bail ont un bail amphithéotique. Or, dans le métavers, je peux acheter à vie. Et là, je ne peux pas parce que ça appartient à la reine. Donc, ils ont viré les Anglais. Mais il y avait aussi le problème des Japonais qui acceptaient les mariages gays et qui refusaient dans la réalité ou le virtuel. Enfin, il y avait des conflits internationaux à l'intérieur et puis cette fois les mêmes règles. Qu'est-ce qu'on fait? On s'interroge, ça questionne. Il y a des sujets passionnants autour de la question de c'est quoi un territoire, une nation, effectivement. Qu'est-ce qui fait nation? Alors, on sait le définir aujourd'hui dans nos sociétés civiles, mais là, avec un territoire qui devient virtuel, il n'y a plus de frontières. Alors, qu'est-ce qui fait l'unité? Je ne sais pas si vous aviez observé sur Internet cette... je ne sais plus comment ça s'appelait, où chacun pouvait changer la couleur d'un pixel et des millions de personnes ont fait un dessin comme ça collaboratif. Et il y avait des batailles où chacun essayait de dessiner son drapeau ou un personnage. On verra ça dans les mondes virtuels. Donc, ce sera abordé probablement dans les autres tables rondes, mais il n'y a plus de notion de territoire. Donc, qu'est-ce qui fait nation? Alors, est-ce qu'on peut imaginer un métavers blindé?
au sens militaire du terme, c'est-à-dire un métavers très perso, et pourquoi pas là, ensuite en L16 ou en L22, en langage OTAN, blindé, et rien qu'entre eux. Certainement. Ça posera une question essentielle, c'est la question de est-ce que, comme sur Internet, un principe fondateur et central, c'est l'anonymat. Est-ce que dans les métavers demain, on pourra y aller en étant anonyme ou pas? Si on impose de montrer sa carte d'identité pour rentrer, on peut blinder le truc, on peut le protéger, le surprotéger, avoir une responsabilité légale. Mais si on respecte la notion d'Internet de l'anonymat, dans ces mondes virtuels, on va avoir des problèmes à les réguler. Timothée? Oui, on peut très certainement avoir des internets blindés. Après, moi, je veux faire un petit aparté. On parle de technologies en fait qui ne sont pas issues sur les mêmes univers. On parle de réalité virtuelle, de réalité augmentée. Lorsque le métavers est arrivé, il y avait des gens qui travaillaient déjà sur le jumeau numérique qui ont dit « Ah oui, mais moi aussi, je fais du métavers industriel. » Et en fait, il y a des univers qui sont le métavers, l'univers réel, et il y a aussi quelque chose qui me tient à cœur, c'est le Mirror World. Le Mirror World, ça a été inventé par David Gelernter de la Yale University. Et qu'est-ce que c'est? C'est juste une superposition du monde réel à des couches d'informations contextualisées qui viennent se rajouter là. Et là, il y a des applications, effectivement, plus sur le terrain pour l'armée, qui permet de savoir, OK, sur un champ, où est-ce qu'il y a les mines, et si on couple à l'IA et à des modèles multiphysiques, on peut avoir des aides à la décision en temps réel sur des comportements à avoir pour se protéger, pour trouver le meilleur passage à l'abri de snipers ou à l'abri de mines. Et c'est là aussi qui est intéressant, cette Mirror World. Et après, bon, au-delà des définitions, ce qui va être intéressant aussi, c'est l'intersection. Quelle différence entre le Mirror World et le jumeau numérique? Multicouche? Le Mirror World, c'est en fait la fusion de l'ensemble des jumeaux numériques du monde pour faire un jumeau numérique à l'échelle 1 de tout ce qui existe. Vous avez certaines entreprises comme Blashark AI, comme vous avez Niantic qui a racheté Scaniverse, donc c'est ceux qui font les technos pour Pokémon Go. En utilisant vos téléphones portables, vous savez que sur les derniers iPhones, vous avez des lidars, ils utilisent tous les utilisateurs à scanner l'environnement. Dans le but de quoi? De recréer une image du monde de tous les utilisateurs qui peuvent utiliser ensuite pour positionner leur technologie. Une image du monde réel dans lequel je pourrais balader mon avatar. Exactement. Et en plus, on pourrait rajouter des niveaux de réalité virtuelle. C'est-à-dire, vous avez une réalité physique qui correspond à des couches d'informations qui existent, jumeaux numériques, et en même temps, vous pouvez avoir des surréalités et une interaction avec des mondes qui n'existent pas, des mondes virtuels, et c'est ça qui est intéressant. Et vous avez une boîte qui s'appelle Red 6, alors c'est l'armée de l'air aux États-Unis, qui développe des avions, donc dans lequel le pilote, avec un cockpit, peut voir d'autres pilotes, mais également des avions virtuels qui sont en 3D dans un univers qui existe, et ils peuvent simuler le ravitaillement, en fait, pour s'entraîner à ravitailler leur avion. Restez jusqu'à la fin, vous verrez qu'à Nancy, avec le colonel Briand, ils ont déjà... Et surtout pour compléter, c'était, quand on regarde la genèse, c'était pour arriver à combattre des avions ennemis dont ils ne connaissent pas en fait les réactions et autres. Donc ils ont fait une simulation comme ça. Donc ils sont en vol en train de se battre contre des avions virtuels, mais qui ont les caractéristiques d'un avion ennemi, chinois notamment. Bernard. Pour rebondir juste sur cet exemple, Flight Simulator est aujourd'hui utilisé de manière significative par de nombreux pilotes, mais aussi par l'OTAN. Donc il y a des cartes extrêmement précises qui ont été développées pour l'OTAN pour permettre effectivement d'avoir une vision extrêmement fine des détails de l'ensemble du monde, tel qu'on pourrait le voir à travers un avion dont on simule totalement le comportement. Oui. Et ça va servir à la fois pour l'entraînement, mais aussi pour avoir une vision in situ dans le cadre du champ d'opération, pour être capable effectivement, à travers à la fois ces images, mais aussi des images qui permettent d'être captées à travers des drones pour reconstituer en 3D de manière pratiquement instantanée, oui, à travers la collection des images qui ont été capturées, la réalité opérationnelle du champ de bataille. Donc ça, ce sont des choses qui sont aujourd'hui en exploration très avancée par de nombreuses armées dans le monde, et en particulier au niveau de l'OTAN. Mais très avancé, Flight Simulator, les militaires de l'armée de l'air se sont rendus compte que d'un seul coup, il y avait un avion qui arrivait, un Mirage, avec les bonnes caractéristiques du Mirage. Ils
se sont dit, qu'est-ce que c'est? Dassault leur a donné, quelqu'un... Non, c'est comme les Mirages avaient été vendus au Brésil. Eh bien, les caractéristiques les Brésiliens avaient demandé à Dassault des trucs open, sans secret défense. Et donc, il y avait un vrai Mirage avec les caractéristiques exactes du Mirage qui étaient dans Flight Simulator. Demain, est-ce que je pourrais mettre mon Mirage sur une des tours jumelles à New York? Un vrai Mirage avec une vraie tour jumelle. Bon. On s'amuse à se faire peur ou pas? Non, mais ça arrivera. Une des premières expériences de réalité virtuelle de nouvelle génération, donc aux alentours de 2018, qui avait beaucoup parlé d'elle, c'était une expérience où vous reviviez le 11 septembre. Vous étiez au, je ne sais plus combien, 100e étage et l'avion était tombé sous vous et vous étiez coincé. La question, c'est est-ce que c'est éthique ou pas de faire ce genre de contenu et ce contenu peut-il être montré à tous? Donc là, il y a des besoins de régulation sur le type d'œuvre qu'on diffuse, comme moins de 12, moins de 16, moins de 18 pour le cinéma. Je voulais rebondir, on parlait de Flight Simulator et tout ça. Et je repensais par avance à votre question si j'étais chef d'état-major ou je sais pas quoi. Mais en fait, si j'étais chef d'état-major, déjà, j'assumerais le fait que moi, armée de terre, je fais déjà du métaverse depuis 15 ans. Ah oui, Pourquoi? Parce que si on prend une définition du métaverse où on ne met pas la réalité virtuelle au centre, comme valeur cardinale, le fait d'utiliser un casque, si on dit qu'il y a des métaverses, c'est des trucs qu'on peut vivre sur un ordinateur classique. Des exercices de simulation, multi-acteurs, multi-corps d'armée, multinationalité, dans lesquels on simule des actions, où on est plusieurs, le monde est persistant, le monde est interactif, vous le faites déjà depuis de nombreuses années. Vous faites déjà du métaverse. Et les Américains sont plus forts que nous en marketing. Quand il y a des articles où on dit que les US Army met je ne sais pas combien de millions dans le métaverse, en fait, ils renomment un communiqué de presse il y a 6 mois où ils disaient qu'ils faisaient de la réalité virtuelle. Okay. Attendez, monsieur le chef d'état-major, excusez-moi, il vient d'être nommé Big Boss. Bientôt, il y a des manœuvres Orion qui vont être très très longues. On n'a jamais fait d'aussi grandes manœuvres avec autant de gens. C'est la dernière. La prochaine, on fait sur ordinateur. Alors là, je suis un jeune chef d'état-major. Ça coûte une fortune. Écoutez, excusez-moi, monsieur le chef d'état-major, mais ça coûte une fortune, Orion. La technologie aujourd'hui ne permet pas de reproduire tout ce qu'on fait dans la réalité. Bon. Donc on a besoin encore de la réalité. Donc il faut continuer ça. Timothée Sylvestre, monsieur le chef d'état-major. Alors, je voulais rebondir. On a plein d'argent. Hein. Ouais. Mais je voulais rebondir d'abord sur la question du mirage. Comment on fait pour envoyer un mirage sur une tour jumelle? Ça pose la question en fait du contrôle à distance et de la téléopération. Et je pense que le futur du métaverse, ça va être le lien avec la robotique. Les robots, pour pouvoir en fait être téléopérés ou opérés dans un environnement, ils ont besoin d'une carte environnementale de leur univers. Cette carte, elle peut être fournie, on peut leur fournir, ou ils peuvent la constituer avec des caméras et des choses comme ça. Et je pense que dans le futur, pour pouvoir mieux avoir des interactions, pour que les robots interagissent non seulement avec l'univers réel, le monde physique, également avec d'autres robots, mais également avec des humains, et voir des opérateurs virtuels qui pourront eux-mêmes interagir avec eux, ça va être un modèle, et pourquoi pas le modèle du Mirror World ou du métavers, parce que chacun des robots ne va pas avoir son propre modèle, ils vont partager des cartes. Ces cartes, elles vont être utilisées par un ensemble de robots, et c'est ce qu'elles sont en train de développer des sociétés comme Naver, qui fusionnent leur Mirror World, qui est le Arcverse, avec leur métaverse qui est Zepeto, pour pouvoir piloter des robots dans des villes comme Séoul ou Tokyo en interaction avec les autres usagers, les autres robots, que sont les véhicules autonomes, ce sont des robots, et voir aussi des fenêtres sur des opérateurs qui sont à distance en réalité virtuelle. Donc on va intégrer les déjà bonnes vieilles technologies de machine learning ou même système expert, et qu'il faudra qu'on parle également en AutoCAD ou en C++. Ou en Python, carrément. Mais c'est clair que l'IA, dedans, va apporter une valeur ajoutée. Il y a le problème de consommation, donc IA embarqué, forcément. Et si vous voulez avoir une vision aussi de ce que ça peut être, vous avez, je ne sais pas si vous avez vu, c'est Hyundai qui a racheté Boston Robotics, Boston Dynamics. Oui. Et en fait, ils ont une vision de la métamobilité qu'ils ont affichée au dernier CES de Las Vegas. C'est quoi? C'est prendre le contrôle de robots pour vivre à distance une mobilité et saisir des objets à distance et vivre à distance des choses via l'intermédiaire de robots et d'avatars. Et il y a un État américain qui a déjà demandé l'autorisation d'armer ses robots. Et donc, Robocop, ça y est. Peut-être dès demain matin. Ça fait peur. On s'amuse à se faire peur encore ou pas? Non, mais est-ce que
revenons les pieds sur terre. Monsieur le tout nouveau chef d'état-major des armées, avec un gros chèque et les pleins pouvoirs. Je ne suis pas certain d'abord de prendre un gros chèque. Je suis pas certain. Est-ce que vous avez besoin d'un gros chèque Je n'ai pas besoin d'un gros chèque et vu l'état des finances de la France, je ne me permettrai pas de tirer ce gros chèque-là. Non, je partirai sur 2 axes. Je l'ai déjà mentionné tout à l'heure, c'est vraiment le Metaverse as a Service. Parce que le jour où vous avez 10 millions de métaverses, ou mettons ne serait-ce qu'un million de métaverses en France, et avec toutes les personnes qui sont dessus, tous les exemples que ça peut permettre, là je pense qu'il y a quelque chose qui est en route, et l'éthique et les nouvelles lois et autres vont permettre de se définir. Donc ça, il y a peut-être 3 à 5 millions à mettre sur ce paquet-là pour prendre un leadership mondial et avoir une souveraineté. Imaginez un nouveau WordPress en 97, si on avait pu mettre ces billes-là à ce moment-là. Le deuxième point, que sur le deuxième axe, ça serait un Google 3.0. Se dire à un moment, sur ces métaverses-là, tout ce qui est en train d'arriver, d'arriver à référencer, à faire le crawling et l'indexation de tous les NFT, de tous les avatars, de tous les métaverses, les positions, les trackings, puisque là, maintenant, il va y avoir des visions. Mais ce serait le boulot de l'armée française. Pardon ? Ce serait le boulot de l'armée française. Ça pourrait être le boulot de l'armée française parce qu'il y a un message, il y a du renseignement, il y a de l'anticipation de menaces, il y a de l'anticipation de nouveaux métaverses en train d'apparaître qu'il va falloir contrôler en temps réel. Bon, Alta Vista, à l'époque, Google se rafraîchissait une fois par semaine. On était arrivé à le faire une fois toutes les heures à peu près. Quand on avait Alta Vista, on avait 130 millions de visiteurs uniques. Google était encore à 5 millions. Quand on les a rencontrés, ça a été un choc pour eux. J'ai essayé de fusionner les deux sociétés. C'était à la mi-2000. Ça a été un gros choc pour eux. Mais donc vous êtes d'accord qu'il y aura besoin d'argent. Si vous faites un métavers spécial militaire, armée française as a service, le problème de l'hébergement... l'hébergement à nouveau, vous allez le poser. Pas aller chez Amazon. Non, quand je parle de métaverse as a service, quand je parle de métaverse as a service, c'est comme un site internet que vous allez pouvoir poser absolument où vous voulez. Oui. Vous le mettez sur le serveur, vous le mettez sur de l'OVH, vous le mettez sur du privé. D'accord. On peut le choisir. C'est cette couche-là qui m'intéresse parce que celle-là va pouvoir se propager et un peu générer et surtout former un maximum de personnes. Faites confiance à OVH pour l'hébergement ? Pas tout le temps. Moi, je pense qu'il faut que vous achetiez un cloud privé pour vous. Ça va, et vous avez plein d'argent. J'ai un peu travaillé sur le cloud souverain pendant 2 ans avec Thales et Orange, et ça a été un peu compliqué à mettre en place comme ça, tout ce qui était privé en fait et autres. Voilà. Mais il y a d'autres solutions. Alexandre, monsieur le tout nouveau chef d'état-major. Déjà, je mesurerai tout ce que je fais déjà, et je pense que nos armées font déjà énormément de choses sur la simulation, l'entraînement, et qu'elles ont des trajectoires autour de la réalité virtuelle et de la réalité augmentée qui sont pertinentes. S'appuyer sur ça, déjà. Non, mais déjà réaliser qu'on fait déjà énormément de choses, et je serai vigilant à ne pas être courtisé, consulté que par ou des grands groupes ou des grands représentants de laboratoires, et j'essaierai de passer un maximum de temps avec des jeunes entrepreneurs et des jeunes talents et des startups, parce que dans ce contexte hyper rapide en termes d'évolution, je pense qu'il faut être au plus près de ceux qui font l'innovation, et elle se fait à des niveaux assez bas. J'essaierai de sortir du cadre un peu. Bernard ? Je suis très d'accord avec ce qui vient juste d'être dit. Je pense qu'il y a effectivement beaucoup de choses qui sont déjà faites, sur lesquelles il est nécessaire de capitaliser. Je pense qu'utiliser le métavers pour entraîner les équipes, entraîner les forces armées, je pense que c'est quelque chose qui peut permettre de passer à l'échelle à des fins de formation, mais aussi à des fins de simulation dans des situations réelles. Ça, c'est quelque chose qui est extrêmement utile. Depuis 8 mois, on pense à l'Ukraine, évidemment. Non, mais le théâtre de l'opération actuel, c'est celui-là. Non, mais bien sûr. Et d'ailleurs, on voit le rôle que certaines nouvelles technologies, comme des drones pas très chers, ont pu jouer sur le théâtre d'opération. Et de simples applis sur smartphone. Tout à fait. Avec d'ailleurs une implication des citoyens, ce qui remet le sujet sur l'importance de l'information, de la désinformation et du fait qu'on puisse éventuellement utiliser ses propres populations dans le cadre d'une situation de bataille. Je pense qu'il y a une nécessité de former, c'est-à-dire que le sujet du métavers, c'est un sujet aujourd'hui sur lequel il y a quand même beaucoup de buzz.
sur lequel il est nécessaire d'en prendre, mais aussi d'en laisser. Donc, si on veut, sur ce sujet-là, il faut maintenir les écoutilles ouvertes en permanence, mais être capable de filtrer, faute de quoi on va se retrouver complètement paralysé parce qu'on ne va pas savoir de quel côté il faut aller. Et puis, je pense qu'effectivement, il faut encourager l'écosystème de l'innovation en France, sur lequel il y a effectivement un certain nombre de startups qui sont prêtes à aller de l'avant sur ces sujets. Et je pense qu'il y a effectivement intérêt à capitaliser sur ces forces vives et, le cas échéant, à les financer sans vouloir les phagocyter. Parce que ça, c'est le risque classique qu'on peut trouver bien souvent avec les grandes structures qui en fait se disent finalement la meilleure chose c'est de les intégrer et puis de les prendre à bord et puis voilà. Puis ensuite on paralyse complètement la petite structure, on l'embolise finalement et elle a l'incapacité finalement de continuer d'innover parce qu'elle est dans un autre monde qui ne lui appartient plus et qu'elle ne comprend plus. Je retiens la leçon. Moi qui suis président de la République, chef d'état-major, ne pas phagocyter, se servir de l'existant. Il y a un point, et je voudrais y revenir, sauf peut-être vous, Timothée, qui en avez plus parlé, c'est on a parlé de l'outil, parlons du renseignement et de l'influence. Est-ce que, pour le renseignement et l'influence, le métavers, c'est mythe, réalité, il faut s'en servir, il faut produire de l'existant. L'existant est très faible actuellement, très... Parlez-moi des forces morales. Elle est compliquée, cette question. Le renseignement... Moi, j'ai une formidable réunion de tous les platistes, parce que je suis persuadé que la Terre est plate. Et grâce à Internet, grâce aux réseaux sociaux, j'ai 13 000 personnes qui me suivent. Même chose sur l'hydroxychloroquine. Formidable. Demain matin, pareil, pire. Ce qu'il faut aller, c'est glaner, je pense, ces guêtres. Il faut que l'armée aille regarder sur des communautés de jeunes, sur Discord, sur toutes ces communautés Web3. Il se passe des choses. Moi, je suis allé sur un salon sur le métaverse. Il n'y a que des jeunes qui ont 20, 22 ans et on se dit, tiens, un vieux comme moi, qu'est-ce qu'il fait là? Et il y a quand même, voilà, c'est toute une population de jeunes qui sont souvent investis dans la Bitcoin et dans la blockchain et qui ont des codes et qui constituent des communautés. Et je pense qu'il faut aller glaner, sentir ce qui s'y passe pour avoir cette information et peut-être le renseignement. Mais... Dans le virtuel, on a ça? Alors, sur le renseignement, il y a quand même un truc qu'il faut réaliser, c'est qu'aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, ce qui est partagé, ce sont principalement des images et des textes. Et ça, aujourd'hui, c'est facile à analyser avec des intelligences artificielles. Oui. Demain, dans ces mondes virtuels auxquels on se projette, on est dans des mondes virtuels dans lesquels on est sociaux, on échange avec notre corps et notre voix. Ça veut dire que, à la fois créer des bots, donc c'est-à-dire des gens qui relaient de l'information, ça va être vachement plus difficile, parce qu'il va falloir simuler un faux être humain qui parle pour de faux. Donc déjà, une complexité technique bien supérieure. Et de la même manière, en renseignement aussi plus compliqué, parce qu'il ne s'agit plus d'analyser des textes, mais il s'agit d'analyser des comportements et des vocaux. Donc du traitement naturel du langage. Alors ça progresse très très vite, c'est très puissant, mais il y a une complexité largement supérieure. Et j'ai oublié un truc, si j'étais chef d'état-major, je viendrais à Laval virtuel du 12 au 14 avril 2023. je viens de le réaliser. C'est à Laval? C'est à Laval du 12 au 14 avril 2023. À partir de la gare Montparnasse, le TGV... 1h15, facile. Il met 1h15. Facile. Voilà. Et la capacité hôtelière est... Facile. Voilà, je crois qu'on a bien mérité la page de pub. Alors, il est 40 et quelques, on a encore un peu le temps pour poser, pour vous, si vous avez des questions. Est-ce que sur le hashtag métavers armé, il y a eu des questions? Est-ce que Annabelle ou Tanguy, vous qui êtes à l'écoute des réseaux sociaux, est-ce qu'il y a des questions qui ont été posées? Des questions ou des remarques? Annabelle est une formidable stagiaire qui, avec Tanguy, a travaillé avec De Chaignon, le colonel De Chaignon, sur la préparation de cette journée, de cette matinée. Merci beaucoup. On vous entend. Merci beaucoup. Le micro, il faut que votre conjoint vous demande, Annabelle, pourquoi as-tu des traces de micro sur le menton? Vous êtes sûr comme ça de ne pas le perdre? C'est bon? Ok. Merci beaucoup, Monsieur Bonaldi. Une remarque tout d'abord du public virtuel, donc de Monsieur Grégory Maubon, qui nous dit qu'il y a une confusion totale entre le concept de métavers et le concept de monde virtuel que nous connaissons depuis une dizaine d'années déjà. Est-ce que c'est possible que vous reveniez sur cette distinction pour notre public, s'il vous plaît? Alors, on a dû peut-être pas très bien faire toute la période de back to basic définition. Quelle différence entre métavers et monde virtuel? On a fait une erreur?
on a tous notre définition. Ouais. Et en fait, c'est ça le problème. C'est vrai que c'est ce qui a été dit avec déjà Mathieu. Il y a 15 000 définitions, tout à fait. Ouais. Par ailleurs, je rebondis aussi sur une autre remarque du public pour vous adresser une autre question, qui souhaite en savoir plus sur l'aspect plutôt juridique. Pourriez-vous donc développer cet aspect lorsque nous évoquons le métavers et surtout d'un point de vue sociétal, est-ce que le temps passé par les jeunes générations dans le métavers n'aura pas un impact sur le développement à la fois cognitif mais aussi sur leur vision du monde de manière générale? Je vous remercie. Alors, je pense que au moins 2 d'entre vous ont la réponse, c'est-à-dire on a semble-t-il vu qu'effectivement la capacité de se concentrer plus de 5 minutes était entre autres à cause de l'influence du scrolling. Je vais vous répondre. Parce que dans le métavers, ça va être pire. Je vais vous répondre par une boutade. Moi, j'ai 7 enfants. Avant d'en avoir, j'avais une théorie de l'éducation. Après en avoir eu 7, j'ai 8 théories de l'éducation. Ce qui est en train de se passer avec TikTok, c'est du brainwashing. Enfin, c'est à la limite, on pourrait presque percevoir la Chine qui est à l'œuvre sur la manière de décérébraliser totalement des tranches nouvelles comme ça. Et quand on voit Xi Jinping qui prend la décision pour la Chine de limiter à 3 heures par semaine le jeu pour les moins de 18 ans, les jeux comme ça... Voilà, enfin, oui. On se dit, il a pris conscience. Quand vous rajoutez Steve Jobs, quand vous rajoutez Elon Musk, qui interdisent mais n'importe quel écran à la maison, à un moment, il y a du warning à envoyer à toutes nos générations. Donc pour l'instant, on laisse ça en termes de responsabilité individuelle, mais et on parle, il y a des batailles picrocolines à l'Assemblée, alors qu'il y a toutes ces nouvelles générations qui ont le cerveau quand même méchamment bouffé. Allons plus loin sur la... Pas que bouffer, je peux prendre le contre-pied. Les jeux vidéo, il y a aussi des études qui montrent qu'en termes de développement cognitif sur la conscience spatiale, temps de réaction, prise de décision rapide, c'est bien, mais c'est hyper intéressant. Et quand je dis ces mots-clés-là pour des militaires de l'armée de terre, prise de décision, conscience spatiale... C'est cool aussi, non? Et c'est pour ça que j'ai mentionné TikTok. Moi, j'étais hier au salon de la Silver Economy. C'est formidable pour les Silver Economy, c'est ceux qui ont les cheveux blancs. Exactement, entre autres. Seniors aussi. Et là, il y a des applications sur le travail de réminiscence, le travail de partage. Quand vous faites du sport au-delà du monde virtuel, vous voyez, pour établir une nouvelle différence avec le métaverse, vous allez les faire... travailler de manière collaborative, faire du sport ensemble, aller découvrir un musée ensemble, alors que jusque-là, on les sortait du confinement, c'est un peu tout ce qui a été fait. Vous voyez, donc il y a des étapes supplémentaires qui se construisent en fait et autres. Et là, en effet, on me posait hier la question, pareil, une assemblée, une centaine de personnes, est-ce qu'il n'y a pas des risques d'addiction chez les personnes âgées? Je leur ai dit, attendez, regardez le coût-bénéfice, lâchons tout et laissons-les devenir addicts pendant les 5-10 dernières années de leur vie, si ça doit leur faire du sport et éviter l'isolement. L'isolement, pour vous mettre un chiffre, c'est pour je finirai là-dessus, c'est l'équivalent de 15 cigarettes par jour pour une personne âgée. Voilà, ça met un chiffre sur les bénéfices que l'on peut avoir au travers de réalité virtuelle et autres. Voilà. L'isolement, c'est 15 cigarettes par jour. Si vous mettez quelqu'un en isolement quand il a à peu près 70 ans, c'est comme si vous lui donniez l'obliger à fumer 15 cigarettes par jour. Parce que c'est mauvais pour la santé. Parce que c'est très mauvais pour la santé et il y a une dégénérescence très rapide dans l'espace de 2 ans à cet âge-là. Merci d'avoir été tous relativement brefs. On a peut-être le temps encore d'une question dans la salle. Est-ce que quelqu'un a une question, une opinion à donner à propos de ce que... N'hésitez pas. C'est toujours la première question qui est la plus difficile. Passons à la seconde tout de suite. Est-ce qu'il y a une deuxième? Oui, je vous en prie. Est-ce que vous avez besoin de vous présenter? Mais bien entendu. Maxence Demerlet, je suis la directrice numérique du MEDEF. Merci de votre invitation d'ailleurs. Juste une question, comment se place l'entreprise française, enfin les entreprises françaises? On a entendu plein de noms d'entreprises que je n'avais pas le plaisir de connaître. Je vais me plonger dans leurs différents items, voir ce qu'elles font. Comment est-ce que vous situez la France à peu près sur... voilà. Je ne sais pas s'il y a une échelle de Richter de la présence. Alors, j'ai la chance de les côtoyer à la fois à Laval Virtual et dans différentes associations. Elles se structurent donc dans des associations. Il y en a une qui est majeure qui s'appelle l'AFXR. Ensuite, elles se regroupent dans une autre association qui est le CNXR. Aujourd'hui, on estime aller à 500 entreprises en France sur les technologies de réalité virtuelle, réalité augmentée et par extension de métaverse. Et à ma connaissance, elles ne sont clairement pas en retard en termes de qualitatif et de quantitatif par rapport aux autres pays d'Europe.
En revanche, en termes de densité par rapport aux US, oui, là, on est en retard. Après, il y a beaucoup de technologies dans le métavers. Donc, vous avez le cloud, les calculs, mais ce dont on n'a pas parlé aussi, c'est les interfaces utilisateurs. Et je pense qu'un déploiement à grande échelle va se passer par les interfaces utilisateurs. On parlait de nouvelles lunettes qui vont sortir. Tout le monde attend aussi les sorties d'Apple. Ils font rarement des produits qui sont pas bien finalisés. Vous avez une start-up en France qui s'appelle Lynx, qui fait de la réalité mixte, qui est à suivre aussi. Donc, on a quelques pépites aussi en France sur ces interfaces. Il n'y a pas de licorne, il y a des pépites. Et pour les repérer, Laval. Allez, non, je t'ai plus. Je crois que ça va se voir qu'on est bon. Merci à vous quatre, bravo. Merci d'avoir répondu à votre question. On est à peu près dans les temps. Je vous en prie, on va passer à la deuxième table ronde.